Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis très heureux, surtout très honoré d'être parmi vous aujourd'hui et je veux remercier Monsieur Alami, Monsieur Tafiki pour leur invitation à la fois aimable et chaleureuse et vous remercier, Madame, pour vos propos et votre portrait. Alors, je suis peut-être un peu moins boa aujourd'hui, vous verrez, en tous les cas, vous apprécierez à la fin. Mon côté Père Joseph, je crains de ne pas le quitter. Alors, je vous livrerai pour autant des réflexions personnelles sur un thème que vous voyez à l'écran, l'importance de l'innovation financière pour l'économie et les marchés financiers. Le thème est à ce point vaste que, du coup, j'ai le choix de choisir les quelques points qui me paraissent les plus intéressants ou qui m'intéressent le plus. Alors là, j'ai besoin de la diapositive. Voilà. Nous sommes dans une situation en fait assez paradoxale en ce moment, puisque quand on a un changement complet de l'environnement, et de ce point de vue-là nous sommes gâtés, il y a un changement de l'environnement réglementaire, c'est vrai pour les banques avec Bâle III, c'est vrai pour les compagnies d'assurance avec Solvency II, c'est vrai aussi dans le domaine des marchés où toutes les réformes fleurissent et où on essaye de tenir compte des différents enseignements de la crise de 2007-2009 et puis pour l'Europe maintenant de la crise de l'euro, même si les phénomènes développés à ces deux phases sont assez voisins les uns des autres. Et donc derrière ce type de situation, il y a une modification complète du paysage, une modification des règles, les problématiques de marché sont appréhendées aujourd'hui différemment de ce qu'elles étaient encore il y a quelques 5 à 6 ans. Et de l'autre, nous avons le procès de la finance. Alors il est plus ou moins important suivant les endroits, mais on fait, je lisais il y a quelque temps un article qui parlait du côté noir de la finance, évoquant les dérives sur un certain nombre de marchés, de produits structurés, c'est-à-dire en fait des situations d'incertitude, des déséquilibres informationnels importants, plus ou moins exploités dans des conditions plus ou moins licites par tel ou tel acteur. Et donc on a d'un côté un mouvement qui devrait nous pousser à beaucoup plus d'innovation financière, et puis d'autre part, on a une situation, un environnement général qui n'y est pas tellement favorable, puisque chacun a en mémoire les dérives récentes et leurs conséquences. Alors, pour ma part, je crois qu'il faut être attentif au fait que ces dérives, elles ont existé, il faut les analyser, les objectiver, mais il ne faut pas s'arrêter là, puisque s'arrêter là, ça voudrait dire que l'on condamne a priori l'innovation financière. Or, et c'est un élément que l'on voit depuis une évolution très ancienne de la finance, il y a un lien étroit entre innovation financière et développement économique. Et il y a un lien étroit entre l'innovation au sens large et le développement économique. Donc on ne peut pas se permettre, si je peux m'exprimer ainsi, de bloquer l'innovation financière. En revanche, et c'est ce que je vais essayer de faire, il est utile de s'interroger sur le contenu, le sens, la finalité de l'innovation financière, de façon à ce que les objectifs soient clairs, le propos soit sans ambiguïté. Ce sera le thème de la première partie de mon exposé. Et puis dans la deuxième partie, j'essaierai de réfléchir avec vous sur un autre volet qui est quelles sont les circonstances qui font qu'à un moment donné, l'innovation financière émerge, puis ensuite elle se développe, et dans quelles conditions peut-elle être acceptée, popularisée. Alors, s'agissant du premier thème, l'innovation financière, je crois qu'il faut dire d'entrée de jeu qu'elle est au service de l'amélioration de la performance du système financier. Et la fonction première d'un système financier, c'est de faciliter l'allocation et le développement des ressources économiques dans l'espace, mais dans le temps, vous l'avez évoqué tout à l'heure, avec les problématiques d'épargne à long terme qui sont des problématiques cruciales,
Quand on regarde les études de McKinsey du laboratoire McKinsey à l'horizon de moyen et long terme, on a au niveau mondial un déficit d'épargne longue. Au niveau mondial, ce n'est pas tout à fait vrai aujourd'hui puisque vous avez un certain nombre de pays, et notamment sur la zone Asie et globalement les pays émergents, qui sont excédentaires en épargne et qui permettent de compenser aujourd'hui des déficits dans d'autres régions du monde. Mais cette donnée-là devrait normalement évoluer. On devrait avoir un taux d'épargne qui va baisser, puisque le taux d'épargne baisse en général avec l'évolution du niveau de vie, et par conséquent, on aura, à un horizon lointain, alors il faut se placer dans une vingtaine d'années, un déficit global de l'épargne à long terme et une vraie difficulté de financer les investissements, les dépenses relatives au vieillissement des populations, et c'est pour ça que les pays qui disposent d'une démographie dynamique disposent d'un avantage à long terme important, à charge pour eux évidemment de le gérer, et vous êtes évidemment parmi ceux-là. Cette fonction, donc, au service de l'économie, elle inclut des choses différentes, et donc il ne faut pas avoir une vision anormalement restrictive, si je peux m'exprimer ainsi, de l'innovation financière, puisque cela concerne les systèmes de paiement qui facilitent les échanges, et plus généralement encore, au-delà des systèmes de paiement, toutes les plateformes d'échange ou de compensation qui ont pour vocation de sécuriser les transactions. Nous avons évidemment la collecte et le transfert des ressources des épargnants aux emprunteurs, que ce transfert soit effectué par le canal des banques ou par le canal des marchés. Et puis, la mesure, la réduction du risque au travers des marchés, de la banque ou de l'assurance. Donc ces thèmes qui sont les thèmes de l'échange, les termes de la transformation de l'épargne et les termes de la réduction du risque englobent la totalité des problématiques de l'innovation financière, et donc il est à la fois intéressant de creuser chacun de ces sillons, mais aussi d'organiser des synergies entre ces différents thèmes, ces différentes problématiques, puisqu'ils ne sont bien évidemment pas indépendants les uns des autres. Alors l'innovation financière, sa finalité, sa vocation, c'est de réduire les coûts, les risques, de fournir de nouveaux produits ou services qui améliorent la satisfaction de l'ensemble des acteurs de la sphère financière, acteurs évidemment incluant les clients de tous ordres. Et donc cela veut dire que l'on aura à la fois en résultante des nouveaux produits au niveau de l'épargne, du crédit, des nouveaux services, exemple tout ce qui est associé aujourd'hui à Internet, de nouveaux process de production. Cela peut aller aussi bien de l'évolution des systèmes de scoring à la dématérialisation des opérations, quelles qu'elles soient, la scannerisation, et puis de nouvelles formes d'organisation. On a à la fois les problématiques posées par Internet dans l'organisation des grands réseaux, mais vous savez aussi comme moi qu'il y a un grand débat sur, aujourd'hui, en Europe notamment, mais globalement un grand débat international sur la séparation des différentes fonctions bancaires entre, schématiquement, les banques de financement et d'investissement et les banques commerciales. Donc ces thèmes-là sont des thèmes d'innovation et donneront, suivant les choix d'ailleurs du cadre qui sera fait, donneront naissance à de nouvelles opportunités, à de nouveaux produits. Ce que je voudrais dire, pour conclure sur la finalité de l'innovation financière, c'est que je suis extrêmement attentif pour ma part à souligner la complémentarité de l'intermédiation financière et de l'intermédiation bancaire. Oui, vous êtes dans un pays dominé par l'intermédiation bancaire. L'Europe est largement utilise à concurrence de 70% des systèmes bancaires pour financer des économies. Pour les États-Unis, c'est l'inverse. Et quand on regarde l'histoire des crises, alors je sais bien qu'il y a des modes, mais on a eu des crises dans les modèles classiques de transformation bancaire. Historiquement, ça a été les saving and loans aux États-Unis. La crise bancaire du Japon ressort de cette même problématique. Et puis, s'agissant de la transformation financière, on a eu la récente crise des subprimes. C'est-à-dire aucun des modèles n'a échappé à des ruptures à un moment donné pour des raisons diverses. Il n'y a jamais une raison qui provoque une crise, mais une conjonction
de dysfonctionnement qui, à un moment donné, fait que la situation est intenable et qu'une rupture se produit. Et donc, il faut être attentif, et je pense que c'est un défaut des débats actuels, parce que ces débats cachent en fait des enjeux considérables en termes d'activité commerciale et financière, puisque vous comprenez bien que suivant tel ou tel paillerti du monde où vous êtes installé, si le système dans lequel vous avez l'habitude de travailler devient le système de référence mondiale, vous avez un avantage comparatif. Donc il faut cesser d'être naïf dans ces domaines et considérer qu'il y a des systèmes, qu'ils ont leurs limites, et que la vocation de l'innovation financière, de mon point de vue, j'ai dû appuyer sur plein de boutons qui ne sont pas les miens, donc je m'excuse auprès de l'intervenant suivant dont j'ai brûlé la politesse involontairement. Voilà, j'ai enlevé mon papier dont je ne me sers pas beaucoup d'ailleurs. Et donc, cette complémentarité des systèmes de financement, c'est un élément important et je crois qu'il faut travailler sur les limites des systèmes, sur la façon de les améliorer, mais en aucune façon faire la guerre des modèles qui, de mon point de vue, est peu productive. L'émergence et la diffusion de l'innovation financière. Alors, l'innovation financière, elle naît dans des circonstances bien particulière. Le plus souvent, elle vient d'une rupture. Alors il peut y avoir une rupture qui est née de la technologie. On l'a vu dans les problématiques de transmission des ordres. On a à la fois, si je prends des exemples dans ce domaine, vous avez à la fois le trading haute fréquence, mais vous avez aussi le trading via Internet. Ces technologies-là ont entraîné une rupture, ont entraîné aussi une baisse considérable des coûts. Et si je prends l'exemple du trading de haute fréquence, vous avez à la fois un domaine qui est en général reconnu comme positif, c'est l'abaissement du coût des transactions sur les marchés d'échange et donc l'élargissement de ce marché et la baisse de ses prix de transaction. En revanche, quand on est sur le trading haute fréquence des marchés actions, du fait notamment de l'analyse qui a été faite du crash du 6 mai 2010 à New York, il y a des interrogations sur son apport économique. Il y a des discussions, le débat n'est pas tranché, mais c'est vrai que la question se pose. On a ensuite des ruptures dans les systèmes de calcul ou de mesure du risque. C'est vrai pour les risques de contrepartie avec toutes les mécaniques de scoring, les risques de marché avec les problèmes de modèles que nous avons eus et les limites des systèmes, des lois statistiques que nous avons utilisées, qui se sont avérées dans certaines circonstances défaillantes, et puis des difficultés aussi, et nous le savons, c'est un domaine complexe, pour modéliser les problématiques de liquidité et gérer la liquidité de façon optimum. Tous ces éléments, tous ces domaines, chaque fois qu'il y a une rupture dans ces domaines, il y a place pour de l'innovation qui donne naissance à une rupture. À la base, c'est des ruptures technologiques. Cela permet l'arrivée de nouveaux entrants. Souvent, cela permet des baisses de prix. Et parfois, d'ailleurs, c'est l'inverse. C'est parce qu'il y a un nouvel entrant, c'est parce qu'il y a de nouvelles baisses de prix qu'à ce moment-là, on est obligé de reconfigurer l'ensemble du processus d'organisation pour faire en sorte qu'un nombre suffisant d'acteurs maintiennent leur compétitivité sur ces marchés. Innovation et rupture sont donc deux termes étroitement liés dans la plupart des cas. Mais pour que l'innovation apparaisse, émerge, il lui faut un environnement favorable. En clair, il faut, dans la plupart des pays, c'est souhaitable en tous les cas, une politique de l'innovation et qui s'applique également à l'innovation financière. C'est tout d'abord le développement des compétences, que ça prenne la forme d'acquisition de compétences, de recherche ensuite dans les universités, mais aussi l'éducation financière au sens large, de telle sorte qu'une fois que les innovations apparaissent, leur acceptabilité, puisque c'est un changement profond à chaque fois, soit convenable ou en tous les cas suffisamment accélérée. Ça suppose aussi l'information des consommateurs. Et puis, évidemment, des politiques de financement qui viennent encourager la création d'entreprises.
Et ce qui m'a frappé lorsque j'ai pris la responsabilité du pôle finance et innovation de la place de Paris, c'est que finalement la création d'entreprises financières était un phénomène méconnu. On ne savait pas, par exemple, et je l'ai appris à beaucoup d'interlocuteurs, que chaque année à Paris, on crée 50 nouvelles entreprises d'asset management. Ce qui est un chiffre qui paraît un peu surprenant. On peut avoir l'idée que le marché est saturé, qu'il ne se passe rien de neuf. Alors évidemment, il y a des disparitions, à peu près la moitié, ce qui fait que le gain net est de 20 à 25 à peu près chaque année. Et donc il y a des phénomènes de création d'entreprises dans le domaine de la finance, et il faut donc s'intéresser, c'est-à-dire à la fois avoir des démarches d'encouragement à la recherche, des démarches de transfert, de facilitation des transferts, c'est ce que nous faisons dans le pôle finance innovation en labellisant, c'est-à-dire en fait en aidant les jeunes entrepreneurs à concrétiser leurs projets, et ensuite en les accueillant dans une pépinière d'entreprise. Et donc il y a besoin, dans ces domaines, dans le domaine de la finance, de tout un processus d'accompagnement pour, au final, évidemment, permettre, chaque fois que c'est possible, l'ouverture sur le marché. Donc la recherche-développement, et c'est le deuxième thème, après les conditions de l'émergence, la recherche-développement, et c'est la difficulté de l'innovation financière, elle couvre des domaines extrêmement vastes. Pour faire court, la recherche-développement liée aux activités de marketing, de façon à faire évoluer la présentation des produits, développer leur acceptabilité, améliorer l'information au niveau des consommateurs et notamment le niveau d'information en matière de prise de risque de façon à avoir un contrat qui est, je dirais, le moins d'asymétrie d'information possible. Recherche-développement, bien sûr, lié aux activités de marché, mais aussi dans le domaine de la communication financière, où nous avons des progrès à réaliser, et puis dans tous les process administratifs et comptables. Le troisième thème que je veux évoquer, c'est la relation entre la recherche et l'industrie. Ce n'est pas un thème familier quand on évoque la finance, et pourtant c'est un point décisif. Et d'ailleurs, il ne vous aura pas échappé que autant les industriels publient leurs projets de recherche en fond état, autant si vous prenez un rapport d'une grande banque, quelle qu'elle soit, vous aurez de la peine à trouver le budget qu'elle consacre à la recherche. Alors me direz-vous, ça veut dire qu'elle n'en fait pas. Si elle en fait, mais la plupart du temps, cette recherche n'est pas publiée. Et quand on regarde l'histoire, y compris récente, des banques, elles ont fait essentiellement ce que l'on appelle de la recherche propriétaire. C'est-à-dire pour elles, chacun cherche son modèle, son développement marketing, et ça n'est que depuis une période assez récente que l'on commence à se poser la question, mais après tout, il y a place sans doute pour une recherche communautaire, et puis il y a aussi place pour une recherche propriétaire. L'avantage de la recherche communautaire, c'est qu'en se mettant à plusieurs, dès lors que ça n'est pas du domaine concurrentiel, évidemment, on a un peu plus de moyens ou on va plus vite, ou un peu les deux. Et donc ce partage, cette recherche de la définition entre recherche propriétaire et recherche communautaire n'est pas simple. Alors elle peut se faire à l'intérieur des organisations professionnelles, c'est un lieu de dialogue. Elle peut se faire dans le dialogue avec les universités qui peuvent proposer des plateformes de recherche communes, mais on voit bien qu'il y a là un progrès parce que ça nous conduit à quelque chose de fondamental, c'est que quand vous avez dans un pays par exemple des travaux qui sont cofinancés par les principaux acteurs, c'est ce qu'on appelle l'interbancarité, vous avez à ce moment-là une dynamique extrêmement puissante, et puisque l'industrie financière est une industrie qui fait appel aux autres acteurs que sont l'informatique sous toutes ses formes, les activités de conseil et tout un tas de types de services, quand vous êtes dans un pays de taille moyenne, le fait qu'une profession fasse bloc, eh bien ça permet à ces industriels d'avoir un marché domestique suffisamment important et de s'autoriser ensuite à développer leur activité hors de leurs frontières traditionnelles. Donc cette évolution de la recherche-développement est un élément clé dans le processus de transfert. Et de ce point de vue, la structure de l'industrie n'est pas neutre. On sait que, en général, dans l'industrie, ce sont les grandes entreprises qui développent les budgets de recherche les plus importants. Mais les innovations les plus structurantes sont souvent faites dans des entreprises beaucoup plus petites. Et donc, c'est la mise en synergie des acteurs importants
et des plus petites entreprises, ça peut se traduire par des collaborations, des rachats, etc., qui est un des éléments clés. Et d'ailleurs, l'un des rôles des pôles de compétitivité est précisément d'organiser ce dialogue pour faire en sorte que des opportunités se créent. Ce n'est pas la vocation d'un pôle de les piloter, c'est la vocation d'un pôle, en revanche, de générer ces échanges, ces plateformes. Avant-dernier élément, le rôle des infrastructures. Donc les investissements, les recherches, les développements, notamment dans la voie de la sécurisation et de l'abaissement des coûts, sont des éléments clés. Le risque que vous avez lorsque ces grandes infrastructures se développent, c'est un risque d'entente, qui est d'ailleurs pointé du doigt régulièrement par les autorités de la concurrence, et c'est un équilibre extrêmement difficile. Alors je dirais qu'en Europe, nous avons la malchance d'avoir la Commission européenne sur le sujet, qui confond le fait de créer des infrastructures communes et de considérer que c'est une entente. Alors j'entends bien qu'il y a un problème, c'est-à-dire si vous avez une infrastructure commune, vous créez un floor à la baisse des prix. Et donc il faut de temps à autre examiner les composantes des prix de revient pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de rente qui s'installe dans le temps. Mais c'est une chose de faire ce travail nécessaire et sain, c'en est une autre de condamner a priori ce type d'infrastructure. C'est ce qui a été fait dans le domaine des paiements, c'est ce qui a été fait récemment dans d'autres domaines, je ne vais pas rentrer dans les détails des dossiers, mais c'est une erreur majeure du point de vue stratégique, parce que ça veut dire qu'en considérant que le marché pertinent, c'est le marché européen, et donc en obligeant à la fragmentation du marché européen, c'est la conséquence, eh bien vous êtes sûr de ne pas être compétitif au niveau mondial, c'est ce qui arrive. Dernier élément, la transparence et la notion de tiers de confiance. La transparence appelle de plus en plus d'informations. Mais plus vous mettez d'informations, et Dieu sait si depuis la crise on en rajoute, plus potentiellement vous créez de l'asymétrie d'informations entre les acteurs. Puisque tous les acteurs ne sont pas capables de trier cette information, ni de l'analyser. Et donc il faut essayer de rééquilibrer le processus. Et ça n'est pas si simple. Et c'est la raison pour laquelle il faut absolument encourager les tiers de confiance. Alors pour ma part, je regrette un peu, même si je suis à contre-courant, le procès un peu schématique qui est fait aux agences de notation. Je dis c'est un procès schématique parce que je ne veux pas dire qu'elle soit pure et sans tâche, mais je dis qu'en revanche, à trop pointer du doigt, à faire ce qu'on a fait d'ailleurs un peu pour les banques, à les désigner comme des boucs émissaires, on risque d'affaiblir leur audience. Or, nous n'avons pas tellement d'acteurs dans les marchés qui soient des acteurs indépendants, qui soient capables de dire des choses même si elles ne plaisent pas. Je ne dis pas qu'elles sont toujours justes, mais qu'ils soient capables de donner un avis indépendant, parce qu'il y a une réalité qui est incontournable, c'est que tous les acteurs de marché ne sont pas en mesure, n'ont pas les moyens, en termes de savoir ou en termes de capacité économique, d'apprécier les situations. Et donc plus il y a de tiers de confiance, sous réserve d'organiser évidemment la concurrence, la stimulation entre ces tiers de confiance ou ces acteurs indépendants, plus, me semble-t-il, nous progresserons dans le domaine de la compétitivité et vraisemblablement aussi dans le domaine de l'innovation. Alors le thème est large, je ne l'ai évidemment pas traité dans son intégralité. Ce que je voulais simplement vous dire, c'est que l'innovation est vraisemblablement à un moment clé. Alors la finance n'est pas une science dure, mais ça n'interdit pas d'avoir une démarche scientifique. Et je crois qu'il nous faut que dans le domaine de l'innovation, nous nous inspirions des méthodes des industriels. C'est-à-dire avoir des plans de moyenne période, avoir des programmes pluriannuels, se fixer des objectifs clairs, regarder si et comment ces objectifs sont atteints, parce que, à l'évidence, il nous faut investir dans la recherche, mais il nous faut aussi avoir des résultats. Merci de votre attention.